Une approche inclusive en redonnant au peuple une nouvelle vision et un nouveau cap ensemble et en toute connaissance de cause. C'est l'objectif du ministère de la refondation de l'État à travers ses missions d'appui à la refondation de l'État. La phase régionale a démarré un peu partout à l'intérieur du pays. En 4e région, les légitimités traditionnelles adhèrent à l'avant-projet de constitution de la République. Elles l'ont fait savoir lors d'une rencontre dans la capitale des Balanzans. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est à Caille que nous ouvrons ce journal. Le ministère de la refondation de l'État, à travers ses missions d'appui à la refondation de l'État, poursuit ses rencontres de restitution du cadre stratégique de la refondation de l'État. Et c'est parti depuis mardi pour la phase régionale qui a débuté à Caille. Le point avec Balkissa Sadibou Chérifou Haïdara. Les recommandations des Assises nationales de la refondation ne sont pas restées dans les tiroirs comme on a l'habitude de le constater à la suite des Foura au Mali. Elles ont été traduites en actions gouvernementales dans un document intitulé « Cadre stratégique de la refondation de l'État, CSRE ». Nous sommes donc dans la région de Caille pour expliquer le cadre stratégique de la refondation de l'État qui a une vision large de 2022 à 2031. Et dans ce cadre, on a tiré un plan quinquennal qu'on appelle le plan d'action de la refondation de l'État. Et c'est dans ce plan qu'on va puiser les 55, les 155 et bien entendu, il va rester les 307. C'est un livre de référence qui va même au-delà de la transition. L'initiative est bien accueillie par les forces vives de la Cité des Rails qui ont fortement participé aux Assises nationales de la refondation. On se réjouit pour la bonne raison que Caille, c'est la seule région qui a été prise particulièrement par rapport à une recommandation fétiche en ce qui concerne la construction d'une université dans la région de Caille. La délocalisation au niveau régional de cet important atelier est l'illustration parfaite de la volonté maintes fois affirmée des autorités de la transition d'impliquer l'ensemble des Maliens dans la mise en œuvre des options stratégiques destinées à la refondation de l'État. À l'instar de Caille, des rencontres similaires sont prévues dans l'ensemble des régions de notre pays dans les langues vernaculaires au besoin afin de permettre à l'ensemble des Maliens de s'approprier le cadre stratégique de la refondation de l'État, CSRE. Même exercice à Bougouni autour du gouverneur des régions. L'objectif est de créer une approche inclusive en redonnant au peuple, bien sûr, pour fixer une nouvelle vision et un nouveau cap ensemble en toute connaissance des causes. De Bougouni, les détails avec Jafar Haïdara. Cet espace d'échange d'informations et de l'appropriation est l'une des recommandations fortes des Assises nationales de la refondation, traduite en action gouvernementale dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. Nous avons pu apprécier à leur juste valeur l'engagement et la détermination de tous les acteurs à soutenir, dans un élan patriotique et de sursaut national, la mise en œuvre des plans d'action du cadre stratégique de la refondation de l'État. Toutes ces activités constituent un paramètre important en termes de redevabilité au peuple malien. Elles témoignent aussi l'engagement des autorités à œuvrer à la mise en œuvre efficiente des recommandations des Assises nationales de la refondation durant la période de la transition en cours. Au cours de cette journée d'échange, les participants se sont penchés sur les plans d'action avec comme finalité de donner corps à la vision d'un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. La restitution de ce document au niveau de notre région répond à notre impérieuse nécessité d'associer tous les acteurs institutionnels et politiques au processus d'opérationnalisation des plans d'action prioritaires de la refondation de l'État. La mobilisation de la population autour du thème de la refondation, donner la priorité à la langue nationale pour mieux expliquer le thème de la refondation sont entre autres recommandations formulées par les participants à l'issue de cette journée d'échange à Bougouni.
En troisième région, des acteurs de la société civile, les Sikasso et Rosso partagent leurs expériences en matière de monitoring et de documentation des cas de violation des droits de l'homme. C'est à la faveur d'une rencontre organisée par la section MDH des Sikasso dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits de l'homme. Compte rendu signé Moustapha Doumbia. C'est une rencontre de partage d'expériences et de bonnes pratiques des organisations de la société civile en matière de monitoring des cas de violation des droits humains en lien avec la corruption. Elle est initiée par la section AMDH de Sikasso dans le cadre de son partenariat avec les projets d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits de l'homme. Nous avons, il y a 2 mois de cela, formé les acteurs de la société civile sur le monitoring et la violation des droits de l'homme. Quelques mois de mise en œuvre, nous voudrons vérifier qu'est-ce que les uns et les autres ont fait sur le terrain, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, quels sont les défis qui demeurent et comment ensemble on peut fédérer nos efforts pour que les difficultés qui ont été rencontrées puissent être surmontées. C'est sur la base déjà d'un constat que l'AMDH a initié cette rencontre parce qu'elle est consciente qu'elle n'est pas la seule organisation de la société civile de la place à procéder au monitoring des cas de violation des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La journée d'échange et de discussion va mettre l'accent sur les bonnes pratiques pour améliorer la collaboration entre les organisations de la société civile. Elle doit aussi tirer les enseignements des activités de monitoring et de documentation des cas de corruption et de violation des droits humains. Nous travaillons sur les corridors routiers. On avait beaucoup de cas à signaler. Si l'ANDH est venue, on va travailler avec eux pour diminuer la corruption au niveau des Sikasso. La rencontre doit être sanctionnée par des recommandations dans le sens de l'amélioration du monitoring et de la documentation des cas de violation des droits humains. Toujours avec les femmes, elles peuvent jouer un rôle important dans la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. C'est tenant compte de leur potentialité que l'Organisation des Nations Unies a voté la résolution 1325 qui met l'accent sur le rôle des femmes dans la résolution des conflits et la reconstruction après. La direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille de Menaka célèbre chaque année cet événement pour mettre les femmes en avant et rappeler le rôle qu'elles peuvent jouer dans un contexte d'insécurité. Compte rendu signé Mohamed Lamine Maïga. Les femmes et les enfants constituent la grande majorité des populations à subir les conséquences de la crise. C'est pourquoi la célébration de la journée consacrée à la résolution 1325 constitue un défi aux partenaires techniques et à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Menaka. Les femmes ont été à l'avant-garde de tous les grands chantiers de développement pour le bonheur de toutes les filles et fils de ce pays. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU réaffirme le rôle qui revient aux femmes dans la prévention, la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la réponse humanitaire, entre autres. Femmes de la région de Menaka, sachez que le pays compte beaucoup sur vous, sur votre courage et votre engagement pour relever les énormes défis auxquels il est confronté actuellement. Il s'agit de rappeler aussi à travers cette célébration que la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU permet aux femmes de participer activement à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Dans la capitale de Balanza, les légitimités traditionnelles ont tenu une rencontre d'information sur l'avant-projet de constitution de la République. Leur rôle et modalités d'intervention sont les thèmes débattus au cours de cette rencontre. Une manière pour celle-ci de montrer leur adhésion au projet de constitution de l'État. Reportage Onero Tchenou. Ils sont plus de 500 chefs de village de la coordination régionale des légitimités traditionnelles de Ségou à se réunir autour de l'avant-projet de constitution de la République. Le rôle et les modalités d'intervention des légitimités traditionnelles sont entre autres thématiques débattues au cours de cette rencontre. Cela conformément à l'article 185 de l'avant-projet de constitution de la République, une manière pour elle de soutenir les actions de la transition et aussi l'avant-projet de constitution. On a vu des articles qui parle vraiment à l'avantage du chef de village.
Donc on est là à donner l'information à tous les chefs de village. Nous sommes obligés aujourd'hui de soutenir la transition. Parce que ce que nous on veut, et puis ce qui a été demandé, c'est la transition qui a mis ça en valeur. Et l'autorité administrative apprécie la tenue de la rencontre à juste valeur. Nous espérons que cette fois-ci, la présente réforme va aboutir dans l'intérêt du peuple malien et de tous les citoyens. Donc je remercie votre coordination pour avoir pris cette initiative, pour vous rassembler, vous donner d'amples informations sur le projet de la Constitution, afin de susciter votre adhésion et votre accompagnement. Il convient de noter que les légitimités traditionnelles constituent les garants de valeurs sociétales et également les gestionnaires des conflits communautaires. Diagnostiquer et planifier un nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme consensuel pour Kaladougou, tel est le sens donné à cette cérémonie, à ce séminaire pour la révision du schéma d'aménagement et d'urbanisme de la commune rurale de Kaladougou et environ. On en sait plus avec Daniel Fomba. Cette activité de révision du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme fut initiée par les plus hautes autorités du pays, afin de répondre à un souci de transparence dans la gestion du foncier. Ce document permet de réduire considérablement les conflits liés au foncier. Ce document précieux permet aussi de mettre fin à ces spéculations foncières tant connues dans les zones urbaines aussi que rurales. Le schéma directeur, c'est un outil de planification urbaine de premier degré. Donc les autorités de transition, ils ont mis l'accent sur vraiment l'accompagnement de nos communautés à travers l'élaboration, les révisions des schémas directeurs. Bien que c'est normalement à la charge des mairies, mais la transition a vraiment voulu. Après 14 jours de débat, de diagnostic et de planification, un document de résolution du séminaire atelier sur la révision du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Kaladougou a été présenté et apprécié de tous. Il y a de cela très longtemps, le schéma était caduc. Grâce à la volonté affichée de nos autorités actuelles, nous avons pu obtenir la révision de ce schéma et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons un document fini, un document consensuel, un document qui fait l'objet vraiment d'appréciation de toutes les parties prenantes. Au terme de ces 2 semaines, un recueil de textes a été remis au maire de Kaladougou et des attestations aux différents participants. 28 médecins militaires des différentes régions militaires sont désormais mieux outillés pour faire face au VIH et SIDA. Pendant 5 jours, les participants vont passer au pain fin tous les aspects relatifs à ce thème. Idrissa Keïta. La cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Défense et des Anciens Combattants et l'aménagement se donnent la main pour lutter contre les violences basées sur le genre, le VIH-Sida et la prise en charge médicale des personnes victimes de maladies sexuellement transmissibles dans les zones à conflit armé. Pour atteindre cet objectif, un atelier de recyclage et de renforcement des capacités opérationnelles des agents de santé militaire est organisé. Nous allons aborder plusieurs thèmes. Il y aura d'abord une vue d'ensemble sur les violences basées sur le genre, dans lequel on va aborder les différents types de violences basées sur le genre et les complications liées à ces violences basées sur le genre. Et parmi ces différents types, il y a les cas de viol, les violences sexuelles et les mariages forcés. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de riposte contre le VIH-Sida du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Notre souci principal, c'est la prévention contre le VIH-Sida au sein des forces armées. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré une stratégie de lutte contre le VIH avec un plan d'action. Nous sommes appelés à faire la prise en charge des différentes victimes, et surtout en zone de conflit. Donc si les agents de santé sont bien formés dans cette prise en charge-là, cela ne peut être que bénéfice pour les populations, pour les forces de défense et de sécurité. Cet atelier de 5 jours a regroupé 28 agents de santé militaire et s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité.
Retour à Bamako, Farka Maïga a été élu à la tête de la Fédération nationale des diabétiques du Mali pour un mandat de 5 ans. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de la Fédération. Il est accompagné par 15 membres, dont 6 femmes. Le détail, c'est avec Kumba Sissé. Monsieur Farka Maïga est le nouveau président de la Fédération nationale des diabétiques du Mali, FENADIM. Il vient d'être élu par l'Assemblée générale de la Fédération pour un mandat de 5 ans. Il dirige un bureau de 16 membres, dont 6 femmes, et un comité de surveillance de 4 personnes. La Fédération, c'est la lutte contre le diabète par la prévention, le dépistage et la prise en charge des enfants diabétiques. Et en plus de ça, nous allons démarcher l'État pour qu'il y ait des projets de loi en faveur des malades. Et ce projet sera conçu par une commission ad hoc composée de la FENADIM et de ses partenaires. Auparavant, le président sortant de la FENADIM avait présenté le bilan de son bureau. Il a surtout insisté sur la cherté des médicaments antidiabétiques. On a lutté pour la disponibilité, pour l'accessibilité des médicaments afin que les diabétiques se sentent beaucoup plus à l'aise. Et les médicaments sont revenus beaucoup moins chers à la satisfaction de tout le monde. Mais aujourd'hui, il en va autrement parce que tous ces médicaments aujourd'hui sont au prix double. Et d'ailleurs, l'insuline, on ne parvient même plus à l'avoir. Donc je souhaiterais, alors que nos autorités politico-administratives s'intéressent à cet aspect-là. Le nouveau bureau de la FENADIM s'engage à soulager les personnes atteintes du diabète en relevant les nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Le commissariat à la sécurité alimentaire a remis aux habitants de la commune rurale de Kalabankoro 70 tonnes de maïs. Ce geste humanitaire des plus hautes autorités vise à aider les personnes en situation difficile. La cérémonie s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, nous dit Saloum Konati. 70 tonnes de maïs pour atténuer la souffrance des populations de la commune rurale de Kalabankoro et environ 20 000 personnes en situation difficile bénéficient de ce geste de bienfaisance. Il est initié par les autorités à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Nous aurons en ce moment près de 2000 personnes qui vont recevoir ces vivres-là. Les plus hautes autorités de notre pays n'ont jamais oublié ces démunis. Vous êtes parmi nous, vous êtes un de nous et on est tout entier, on ne vous oubliera jamais. Ce geste humanitaire des plus hautes autorités est hautement apprécié par les bénéficiaires. Merci aux autorités de la transition. Ce geste nous va droit au cœur. Donc il va beaucoup nous soulager. C'est une population vraiment à 80% diminuée. Donc ces céréales seront les bienvenus. Le maire de la commune de Kalabankoro a adressé ses remerciements aux plus hautes autorités pour avoir choisi la commune rurale de Kalabankoro parmi tant d'autres. La journée d'hommage au savant Ahmed Baba de Tombouctou se déroulera au Centre international de conférence de Bamako le 12 novembre prochain. En prélude à cet événement, la commission scientifique a organisé une conférence préparative de cette journée qui vise à magnifier ce grand érudit. Cet événement sera donc couplé au 10e anniversaire de l'université privée Ahmed Baba qui porte son nom. Reportage Boubacar Kanouti. Réhabiliter Ahmed Baba de Tombouctou est un devoir de mémoire et de reconnaissance, d'où une journée dédiée à ce grand homme de science, un savant qui a rayonné parmi l'intelligentsia africaine et une partie du monde arabe malgré les moyens rudimentaires d'alors. Ces manuscrits demeurent toujours les plus enviés au monde. Ils traitent plus de 172 thématiques. Ahmed Baba était l'un des auteurs les plus prolifiques avec à son actif plus de 56 ouvrages. Sa contribution fut remarquable pour enrichir et booster les savoir-faire africains. Ahmed Baba est né le 26 octobre 1556. Alors nous avons décidé de célébrer la naissance de ce grand homme. Cet homme qui a marqué son temps et qui continuera à marquer l'humanité. Parce que les œuvres qu'il nous a léguées, c'est-à-dire son héritage, mérite d'être connu, vulgarisé, promouvoir à travers le monde entier.
Des établissements scolaires et ONG qui vulgarisent la vision de l'homme de science s'activent déjà pour la réussite de cette journée. Ahmed Baba n'est jamais parti ailleurs pour apprendre. Toute sa formation a été faite à Tombouctou. Aussi les plus grands professeurs avec qui il a étudié, c'était Mohamed Bagaygo de Djenné, avec qui il a passé plus de 10 ans. Les questions des journalistes ont porté sur l'inaccessibilité de ces documents au niveau des écoles étatiques sur les pays invités à cette journée. L'école fondamentale de Ouézendougu a été baptisée Modibo Keïta. Le premier cycle porte désormais le nom de Feu Président Modibo Keïta et le second cycle Feu Djeli Moussa Kouyaté. C'est une initiative des anciens élèves de la dite école en guise de reconnaissance envers les deux personnalités. Suivons le reportage de Suleiman Sidibé avec la voix de Famuru Djourté. L'école fondamentale de Ouézendougu dans la commune du Mandin porte désormais les noms du président Modibo Keïta et Djeli Moussa Kouyaté, premier directeur du second cycle de Ouézendougu. Il s'agit là d'une reconnaissance bien méritée. Le village de Ouézendougu même a été fondé par le président Modibo Keïta. Il l'a baptisé au nom de son ami intime qui est le Burkinabé aujourd'hui, Daniel Wenzem Koulibaly, d'où le nom de Ouézendougu. C'est une très bonne initiative des anciens élèves de Ouézendougu qui ont apprécié la mairie et nous demandons vraiment leur initiative. Nous l'avons soutenue et ils nous ont pris comme parrain vraiment de l'événement. Les familles Keïta et Kouyaté n'ont pas dissimulé leur satisfaction. Modibo Keïta et ses compagnons de lutte avaient une conviction soutenue par une vision émancipatrice du rôle et de la place de l'école dans la formation de l'homme malien, à l'opposé de l'homme dépersonnalisé par la colonisation. Merci pour ce acte qui va droit au cœur de la famille Keïta. La cérémonie de baptême organisée par les anciens élèves de l'établissement s'inscrit dans le cadre des festivités des 60 ans de l'école fondamentale de Ouézendougu. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.